ce que c'est qu'une relation binaire dans un ensemble. Nous avons vu les quelques propriétés que peut vérifier ou ne pas vérifier une relation binaire: réflexivité, symétrie, antisymétrie et transitivité. Alors aujourd'hui, on va étudier deux relations particulières dans les ensembles qui ont un intérêt particulier. Ce sont les relations d'équivalence et les relations d'ordre dans un ensemble donné. On va commencer par les relations d'équivalence. Alors, il faut tout d'abord comprendre ce que ça veut dire, cette relation dans la vie courante, dans la nature. Je vais commencer par un exemple. On va se placer dans un ensemble, par exemple une ville ou un village. Les éléments sont les personnes. Et on va considérer une relation binaire entre les personnes, une relation naturelle. On va dire que deux personnes sont en relation s'ils appartiennent à la même famille, à la petite famille, c'est-à-dire formée par la mère, le père et les enfants. Et donc, cette relation entre les personnes, c'est une relation d'équivalence. Elle est réflexive, elle est symétrique. Si j'appartiens à la même famille que X, X va appartenir aussi à la même famille que moi. Et la transitivité, X en relation avec, pardon, X en relation avec Y, Y en relation avec Z, donc X et Z, ils appartiennent à la même famille. Donc c'est bien une relation d'équivalence. Et cette relation d'équivalence, il va nous donner le sens de famille. Qu'est-ce que c'est que la famille d'une personne? Ce sont les personnes qui appartiennent à la même famille qu'un élément X. La famille de X, c'est quoi? C'est l'ensemble des personnes Y qui appartiennent à la même famille que X. Et donc, notre population va être subdivisée en familles. Donc, cette famille-là, c'est ce qu'on appelle la classe. Par exemple, une famille composée par la mère, le père et Rachid et Idriss. Donc, lorsqu'on dit la classe de Idriss, c'est la même que la famille de son frère ou de sa sœur. C'est la même que la famille de son père. Donc, ce qui veut dire que la notion de classe d'un élément, c'est l'ensemble des éléments qui sont en relation avec lui-même, qui sont en relation avec lui. C'est à peu près la notion de famille. Donc, vous avez un ensemble et vous avez une relation d'équivalence. Cette relation d'équivalence, qu'est-ce qu'il va nous donner en particulier? Il va nous donner la notion de classe, la notion de famille, la famille d'un élément. Et donc, toute la population, dans cet exemple, elle va être subdivisée en familles. Donc, au lieu de regarder les personnes, on regarde la famille. Je peux dire la famille de Idriss ou de Rachid, c'est la même chose, parce qu'ils appartiennent à la même famille. Rachid ou Idriss, c'est seulement un indicateur. Lorsqu'on dit la classe de X, X, c'est seulement un représentant de la famille. Et donc, ce qui se passe en maths, au lieu de parler des personnes, les éléments de l'ensemble E, on va parler de famille. Donc la personne, il disparaît. On va parler de famille. Même si j'appelle une personne par son nom, c'est pour une raison, c'est seulement pour indiquer sa famille. Mais au lieu d'avoir l'ensemble des personnes, on va avoir l'ensemble des familles. Donc la vision va changer. Lorsqu'on passe à l'ensemble des familles, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des classes. L'ensemble des familles, c'est la même chose. Donc lorsqu'on parle d'une famille, la personne, c'est seulement un représentant. Mais ce qui m'intéresse dans l'ensemble des classes et l'ensemble des familles, c'est les familles. La même chose, si vous prenez un exemple de notre faculté. Il y a les étudiants, ce sont les éléments de la faculté. Si j'établis une relation d'équivalence de la manière suivante, je vais dire que deux étudiants sont en relation s'ils étudient dans la même branche. Ça, c'est une relation d'équivalence. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner les sections. Donc, lorsqu'on dit la section de X, ou bien la classe de X, ça veut dire que c'est les étudiants qui étudient avec X. Donc, X, c'est seulement un titre. C'est seulement pour indiquer de quelle classe on parle.
Et donc, il y a une différence de vision. Voir l'ensemble des étudiants, c'est une chose, on parle avec les étudiants, mais lorsque je parle avec les sections, c'est-à-dire les classes, c'est autre chose. Lorsque je vais parler, par exemple, d'un tournoi sportif, par exemple, un tournoi de football, je vais dire la classe contre une classe. L'étudiant, ici, il disparaît. Donc, on joue avec les classes et non pas avec les étudiants. Les étudiants vont servir seulement pour représenter la classe. Et en mathématiques, c'est très important de faire cette différence, de parler de l'étudiant ou parler de sa classe. Donc, lorsqu'on fait un tournoi sportif, je vais dire la classe X contre la classe Y, voilà les résultats. Les personnes ici, les étudiants, n'apparaissent pas. Je vais prendre maintenant un exemple purement mathématique. L'exemple que vous allez rencontrer dans les structures, je prends Z. Et je vais établir une relation d'équivalence dans Z d'une façon très simple. Je choisis un N, comme on l'a fait la dernière fois. Je peux choisir 6, 10, n'importe quel entier. Je le fixe. Et je vais dire que deux éléments de Z sont en relation si ce N-là que j'ai choisi n'est pas fixé, il divise X moins Y. D'une autre manière, avec le langage de la congruence, je vais dire que X en relation avec Y, si X il est congru à Y modulo N. Et ça, c'est une relation d'équivalence, parce qu'elle est réflexive, symétrique, transitive. Donc, la notion la plus importante dans une relation d'équivalence, c'est la notion de classe. Donc, je fixe par exemple n égale à 3. Je vais regarder cette relation d'équivalence. X congru à Y modulo 3. Donc, puisque c'est une relation d'équivalence, il va me donner la classe de 0. Si vous cherchez la classe de 0, ça veut dire que X congru à 0 modulo 3, ça veut dire que X est égal à 3K. C'est un multiple de 3. Donc, quelle est la famille de 0? Quelle est la classe de 0? Ce sont tous les multiples de 3, positifs et négatifs. Donc ici, la classe, elle est infinie. C'est tous les multiples de 3. C'est la classe de 0. C'est la famille de 0 pour cette relation d'équivalence. Oui, non? Dis-moi. Dis-moi, répète. L'asnaf. L'asnaf, peut-être, parce que je ne connais pas le mot en arabe, mais l'asnaf, ça correspond bien. Sinf d'X. Lorsque vous avez une relation d'équivalence, moi, je vais le traduire de plusieurs manières. Je vais dire la classe de X ou sinf de X, ou bien la famille de X. Ce sont les éléments qui sont en relation avec lui. Ça va donner une notion de famille. Donc, pour cette relation d'équivalence que j'ai dit, X en relation avec Y, si seulement si X il est congru à Y modulo 3, c'est une relation d'équivalence. Donc, la première chose que je vais chercher, quelles sont les classes? Quelles sont les familles engendrées par cette relation d'équivalence? Donc, la classe de 0, c'est l'ensemble des éléments qui sont en relation avec 0. C'est-à-dire que ce sont les éléments qui constituent la même famille que 0. Bien sûr, pour cette relation. Si vous changez de relation, ça va changer la notion de famille. Donc, la classe de 0, si vous suivez la définition, c'est l'ensemble des x tel que x est congru à 0 modulo 3. Donc, vous trouvez que x est un multiple de 3. Donc, tous les multiples de 3, ils se trouvent dans la classe de 0. Donc, c'est une partie de Z. Une classe, c'est une partie de l'ensemble. Ce n'est plus un élément. Même s'il contient seulement x, parce qu'il y a des classes qui contiennent seulement un seul élément, la classe de x, elle est représentée par le singleton x, mais ça va être une partie. La classe, c'est une partie de l'ensemble considéré. Donc ici, la classe de 0, c'est l'ensemble des multiples de 3. C'est une partie infinie, mais ça représente une bonne partie de Z. La classe de 0, il y a 0, 3, 6, 9, il y a moins 3, moins 6, moins 9. Tous les éléments qui se trouvent dans la famille de 0, si vous cherchez leur classe,
Ça va être la même classe, la même famille. Les éléments qui appartiennent à une même famille, si vous cherchez leur famille, vous trouvez la même chose. Comme dans l'exemple que j'ai donné au départ. Et donc, la classe de 0, c'est la classe de 6, c'est la classe de 9. Donc, ils appartiennent à la même famille. Si vous cherchez la classe de 1, la classe de 1, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui sont en relation avec 1. Ça veut dire x congru à 1 modulo 3. Ça veut dire que x moins 1, c'est un multiple de 3. Ça veut dire que x est égal à 1 plus 3k. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la classe de 1? Il y a 1 tout d'abord, il y a 4, il y a 7, il y a 10, et du côté négatif aussi, vous avez moins 2, moins 5, moins 8. Ce sont tous les éléments qui appartiennent à la classe de 1. Donc, ça va donner une partie infinie. Quelqu'un demande c'est quelle page? C'est la page 7. Relation d'équivalence, c'est la page 7. 7 et 8, bien sûr. Mais ça commence de 7, à partir de 7. Donc, la classe de 1, c'est aussi une partie de Z. Vous avez la classe de 1, c'est la même que la classe de 4. Ils appartiennent à la même famille. Et même pour la classe de 2, vous cherchez la classe de 2, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez tous les nombres de la forme 2 plus 3k. Donc, il y a 2, il y a 5, il y a moins 1, il y a moins 4. Donc, c'est une partie infinie. Lorsque vous allez passer à la classe de 3, c'est exactement la classe de 0. Donc, si vous prenez la classe de 0, union, c'est une partie. La classe de 1, union la classe de 2, c'est exactement Z. Ça veut dire la réunion des classes, la réunion des familles, ça donne tout l'ensemble. Et deux classes différentes, ils sont disjointes. La famille à droite et la famille à gauche, ils ne se rencontrent pas. Parce qu'ils s'ils ont un élément en commun, ça veut dire que c'est la même famille. Donc, qu'est-ce qu'ils représentent, les classes? Les classes, ils vont représenter une subdivision. De E, une subdivision de E. Chaque subdivision, élément vide. Deux subdivisions, ils sont disjoints. Et la réunion des subdivisions, c'est égal à l'ensemble E. C'est ce qu'on appelle une partition. Une partition de E. C'est quoi une partition de E? Vous prenez, vous subdivisez votre E en des parties, un nombre fini ou infini, et chaque partie n'est pas vide. L'intersection de deux parties, elle est disjointe, elle est égale de vide, et la réunion des parties, c'est égal à l'ensemble. Donc, c'est ça le rôle d'une relation d'équivalence. Il va subdiviser votre ensemble en des parties, en des familles. C'est ce qu'on appelle l'ensemble de ces familles, on l'appelle l'ensemble des classes. Donc, revenons à notre exemple Z, avec la relation d'équivalence X congru à Y modulo 3. Combien de classes? Il y a 3 classes. Donc, cet ensemble de classes, la classe de 0, la classe de 1 et la classe de 2, ça va construire un ensemble qui contient seulement 3 éléments. Donc, normalement, l'ensemble des classes, on le note E sur la relation d'équivalence R, par exemple. Mais dans ce cas particulier, au lieu de noter Z sur R, on le note Z sur 3Z. Donc, l'ensemble des classes s'appelle l'ensemble quotient. Donc, pour bien voir et visualiser le phénomène, vous avez l'ensemble E, c'est les éléments. Vous subdivisez, on ne voit plus les éléments, on voit les subdivisions. Vous voyez l'idée? C'est différent. Lorsque vous parlez de E, c'est les points, c'est les éléments. Vous subdivisez en des parties, vous effacez les éléments, qu'est-ce qu'il reste? Les subdivisions. C'est ça la différence entre l'ensemble E et l'ensemble des classes, E sur R. Il faut bien se mettre dans la tête, lorsqu'on parle de l'ensemble des classes, ce n'est plus les éléments, c'est les parties. Donc voilà le rôle d'une relation d'équivalence. Alors qu'est-ce qui se passe après, bien sûr, dans l'algèbre? C'est très important, l'ensemble des classes suivant certaines relations d'équivalence. Ça va donner de nouveaux exemples importants en algèbre de structure. Par exemple, lorsque vous parlez de groupe, Z avec la loi plus est un groupe commutatif. Lorsque vous considérez un ensemble de classes,
L'ensemble de classes, par exemple, de tout à l'heure, il contient seulement 3 éléments. Avec ces 3 éléments, on va transporter la loi plus à ces 3 éléments, d'une façon, bien sûr, logique. Je vais dire que la classe de X plus la classe de Y, c'est la classe de quoi? De X plus Y. Dans ce genre de relation d'équivalence, nous allons trouver dans Z sur 3Z, c'est-à-dire l'ensemble des classes, une structure de groupe. Mais le groupe, il contient seulement 3 éléments. Et c'est important. C'est important pourquoi? Parce que ça va donner, enrichir le vocabulaire algébrique, ça va enrichir les exemples. Je vous dis toujours, le mathématicien qui a un peu de bagage, c'est comme le menuisier qui a seulement un peu de bagage. Il ne peut pas faire grand-chose. Mais le mathématicien qui a beaucoup de bagage, il peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est pour cette raison qu'on invente. Voilà, vous avez sur l'écran Z sur la relation d'équivalence que nous avons considérée. C'est un ensemble fini qui contient seulement 3 classes. Ici, la classe, c'est une partie, c'est une famille. Et bien sûr, puisque ce sont des parties, l'ensemble de ces parties-là, il est contenu dans l'ensemble des parties de Z. Parce que la classe de 0, c'est une partie, il appartient à P de E. La classe de 1, c'est une partie, il appartient à P de E, c'est-à-dire P de Z. La classe de 2, c'est une partie, donc il appartient à P de Z. Et donc, l'ensemble de ces parties-là, c'est juste un sous-ensemble de P de E. Et donc, vous voyez que lorsque vous considérez Z sur 3Z, on peut définir des structures de groupe, même la structure d'anneau sur Z, on peut la transporter, c'est-à-dire la multiplication. Je veux dire que la classe de X multipliée par la classe de Y, c'est la classe de X fois Y. Ça va nous donner tellement d'exemples qui vont enrichir le vocabulaire algébrique. Parce que les anneaux que vous considérez, que vous connaissez, par exemple Q ou R, Q c'est un corps même, Z, il y a des anneaux entre Z et Q, on peut parler de ça dans le cours d'algèbre 2. Donc, c'est ce genre d'anneaux, il possède, c'est-à-dire Z sur NZ, ça veut dire que c'est l'ensemble des classes relativement à la relation d'équivalence X congrue avec Y modulo N. Ce genre d'anneau, il possède des propriétés particulières, comme j'ai dit la dernière fois. Si vous prenez Z sur 6Z, menu de l'addition et de la multiplication, c'est un anneau. Mais c'est un anneau particulier. Pourquoi? Parce que, par exemple, un phénomène qui se passe dans cet anneau-là ne se passe pas dans Z. Quel est ce phénomène? Vous prenez la classe de 2, elle est différente de la classe de 0. L'élément neutre, ici, c'est la classe de 0. Vous multipliez par la classe de 2, qui est aussi non nulle, qui est différente de la classe de 0. Vous trouvez la classe de 6. La classe de 6, c'est égal à 0. Donc, 2 éléments non nuls, mais leur produit, il est égal à 0. Ça, c'est un phénomène particulier. Mais il y a tellement de phénomènes qui se passent dans d'autres anneaux, ça va enrichir votre imagination. Donc voilà, ça, ce qui concerne les relations d'équivalence. Donc, je répète, une relation d'équivalence, il va subdiviser votre ensemble en des parties. Ce sont les classes. Vous pouvez effacer les éléments, les points, il reste seulement les parties. Réciproquement, je n'ai pas de relation d'équivalence, je veux construire une relation d'équivalence. Qu'est-ce que je veux faire? Je prends mon ensemble, je le subdivise en des parties. En subdivisant cet ensemble en parties, ça va me donner une relation d'équivalence d'une façon naturelle. Je vais dire que 2 éléments sont en relation s'ils appartiennent à la même partie. Ça va donner une relation d'équivalence. Donc, c'est dans les deux sens. Vous avez une relation d'équivalence, ça va vous donner une subdivision de l'ensemble E, un découpage de l'ensemble E. Réciproquement, si vous avez un découpage, vous avez découpé votre ensemble E en des parties, ça va nous donner une relation d'équivalence. 2 éléments sont en relation s'ils appartiennent à la même partie. Et donc, les classes vont être ces parties-là.
Donc, c'est ça l'intérêt d'une relation d'équivalence. Il joue beaucoup de rôle dans les structures et dans d'autres domaines. Même dans les espaces vectoriels, vous pouvez trouver des relations d'équivalence, c'est un autre sujet, tel que l'ensemble quotient aussi est un espace vectoriel. Et ça va donner énormément de résultats dans ce sens-là. Donc, c'est ça les relations d'équivalence. Si vous avez des questions, avant de passer aux relations d'ordre, ce sont les deux types de relations qu'il faut bien connaître. J'attends vos questions, sinon je vais passer aux relations d'ordre. Tartib, alaqat tartib. Il n'y a pas d'autres relations binaires. Ce sont les plus importantes. Ce sont les relations les plus importantes avec lesquelles on fait un jeu en mathématiques. Ce sont les relations d'équivalence. Oui. كيف يمكننا نديرو برهان ديال ديك اكس رولاسيون افيك ار تكافئ ان تقسيم اكس موان y. X en relation avec Y, équivalent à ce que n divise X moins Y, c'est ça? Oui. Alors pourquoi c'est une relation d'équivalence? Par exemple, on va prendre n égale à 3. Parce que X il est en relation avec X. Pourquoi? Parce que 3 il divise X moins X. 3 divise 0. Pourquoi 3 divise 0? Parce que 0 c'est égal à 3 fois 0. Donc 3 divise 0. Tous les nombres sont des diviseurs de 0. Et vous savez très bien que X il est congru à X modulo 3. Donc on a la réflexivité. Pourquoi on a la symétrie? Pourquoi on a la symétrie? Parce que si 3 divise X moins Y, bien sûr, 3 va diviser Y moins X. Qu'est-ce que ça veut dire 3 divise X moins Y? Ça veut dire que X moins Y, c'est égal à 3 fois K. Avec K, un nombre entier relatif. Il peut être positif, il peut être négatif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous passez Y moins X. Y moins X, ça va être moins 3K. C'est la même chose. Et donc 3, il divise X moins Y comme il divise Y moins X. Donc il y a la symétrie. Maintenant, Monsieur, oui, monsieur, oui. comment on peut savoir le nombre de classes? Suivant chaque relation d'équivalence. On ne peut pas prévoir d'avance quel est le nombre de classes. Par exemple, dans Z, pour la relation n divise x moins y, le nombre de classes, on le connaît, c'est n. Mais si je vous donne une nouvelle relation, le nombre de classes, elle peut être fini, il peut être infini. Qu'est-ce qu'ils contiennent les classes? C'est un autre problème. Ça dépend de la relation qu'on étudie. Pour terminer la première question, la transitivité. Si 3 divise x moins y, ça veut dire que x moins y est égal à 3k. Si 3 divise y moins z, ça veut dire que y moins z est égal à 3l. Si vous faites la somme, le y va disparaître, il reste x moins z est égal à 3 fois l plus k. Et donc 3 divise x moins z. Donc c'est une relation qui est transitive. Pour cette raison, c'est une relation d'équivalence. Mais quelle est la classe? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il contient comme élément? Quel est le nombre de classes? Ça, c'est un autre problème. Ça dépend de la relation qu'on étudie. Il n'y a pas une formule générale. Ça dépend chaque fois de la relation qu'on étudie. Donc, c'est ça les relations d'équivalence. Vous mettez dans la tête, ils divisent l'ensemble E en des familles. Et au lieu de jouer avec les personnes, on joue avec les familles. C'est l'ensemble des classes. L'ensemble des classes, on joue avec des parties, et non pas avec les éléments. L'élément ici, il apparaît comme mumattil, un représentant de la classe, comme une famille. Un frère peut représenter la famille, je vais dire la famille de Idriss ou la famille de Rita, c'est la même chose, parce qu'ils sont des frères et sœurs. Donc ici, lorsqu'on dit la classe de X, X ici, c'est seulement pour indiquer dans quelle maison ils habitent cette famille-là. C'est tout. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est bien de le mettre dans la tête. L'ensemble E, c'est les points. Lorsque vous subdivisez en des classes, il n'y a plus les points, il y a les parties. Donc on va jouer avec les parties. C'est ça l'idée principale mathématique
Au lieu de jouer avec les points, on va jouer avec les parties. Comme les joueurs dans un pays. On va dire que deux joueurs sont en relation s'ils jouent dans la même équipe. Vous voyez, vous prenez tous les joueurs de foot au Maroc qui sont inscrits. On va dire que, donc ça c'est l'ensemble des joueurs. Lorsque je veux dire la relation suivante, X en relation avec Y, si X et Y jouent dans la même équipe, ça va donner la notion de classe. C'est quoi ici une classe? C'est une équipe. Et donc, au lieu de parler des joueurs, on va parler des équipes. Pourquoi je vais dire le nom d'un joueur? C'est seulement pour désigner son équipe. Pour moi, le joueur, c'est juste un mot petit, le représentant. Et donc, lorsque vous passez à l'ensemble quotient, vous parlez des équipes. Donc, lorsqu'on va faire un tournoi, on va dire l'équipe telle contre l'équipe telle. Donc, on va jouer avec les équipes. C'est la même chose ici. Lorsqu'on parle d'une façon générale, il y a les éléments de E, il y a les classes de E. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas, si vous avez des questions après, vous les posez. Maintenant, la deuxième relation qui est intéressante, qui est importante, qui est très étudiée en mathématiques, parce que nous, on va juste donner les définitions. Mais les relations d'ordre, vous pouvez passer toute l'année à étudier les relations d'ordre. C'est un domaine très riche. Alors, il faut comprendre ce que c'est qu'une relation d'ordre. Comme j'ai fait pour la relation d'équivalence, je vais prendre, par exemple, une classe d'étudiants. C'est notre ensemble. Donc, vous êtes, par exemple, le professeur avec, par exemple, 40 étudiants. Je peux ordonner ces étudiants de plusieurs manières. Je peux les ordonner, par exemple, par l'ordre alphabétique. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Une liste, le premier élément, le deuxième, le troisième, jusqu'à la fin. Et ça, c'est une relation d'ordre qui est totale. C'est-à-dire, vous allez avoir une seule chaîne, une seule liste. La liste, elle est ordonnée par ordre alphabétique. Donc ça, c'est un ordre, mais il n'est pas le seul. On va passer à un autre ordre de la même classe. Les étudiants sont assis dans leur table. Par exemple, supposons que nous avons 4 rangées de tables. Chaque rangée contient un certain nombre, par exemple, nous avons dit 40 étudiants. Supposons que nous avons 4 rangées, et chaque rangée, il contient 10 étudiants. Donc, c'est 40. Je peux les ranger d'une autre manière. Je peux prendre la rangée à droite et je vais l'ordonner. Le premier, le deuxième, jusqu'à 10. Ça, c'est un ordre. Je vais le découper de la deuxième rangée. C'est-à-dire, je vais faire un ordre qui n'est pas total. Je vais faire l'ordre dans chaque rangée. Le premier, le deuxième, jusqu'à le 10e. Ensuite, je passe à l'autre rangée, le premier, le deuxième, jusqu'à 10e. Et je ne compare pas la rangée 1 avec la rangée 2. Ils sont séparés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un ordre partiel. هذا ترتيب جزئي. ما ترتبش العناصر كاملة مع بعضها. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire un ordre total? Vous prenez deux éléments, vous trouvez une relation entre les deux. Un ordre partiel, je peux trouver deux éléments tels qu'il n'y a pas de relation entre les deux. Donc, la deuxième façon avec laquelle j'ai ordonné les étudiants de la classe, les rangées sont indépendantes. Je n'ai pas ordonné les élèves de la deuxième rangée avec la première rangée. Il n'y a aucune relation. Donc, pour moi, il y a de 1 jusqu'à 10, de 1 jusqu'à 10, de 1 jusqu'à 10, de 1 jusqu'à 10. Voilà. Ça, c'est un ordre. Mais c'est un ordre qu'on dit partiel. Je peux créer plusieurs relations d'ordre. On va passer à un autre qui est mathématique. Je passe dans N. Alors, dans N, vous savez très bien qu'il y a l'ordre naturel. L'ordre naturel, c'est quoi l'ordre naturel? C'est 0, inférieur à 1, inférieur à 2, inférieur à 3, jusqu'à l'infini. Ça, c'est l'ordre naturel. Est-ce que c'est un ordre total ou partiel? Donc, nous sommes dans les relations d'ordre.
Eh bien, nous avons dit, nous avons un ensemble, je peux l'ordonner de plusieurs manières. Nous sommes arrivés à n. N, il est à l'ordre naturel que vous connaissez. Je vais prendre un autre ordre qui va devenir bizarre pour vous, mais seulement pour élargir votre imagination. Comment je vais ordonner n? Je vais prendre tout d'abord les nombres pairs. Je vais les placer en premier. Je vais dire que 0 inférieur à 2, inférieur à 4, inférieur à 6, jusqu'à l'infini. Je vais prendre les nombres impairs, je vais les inverser. Je vais dire que 1, c'est le plus grand. Il est supérieur à 3, il est supérieur à 5, il est supérieur à 7, et ainsi de suite. Donc, j'ai rangé les nombres pairs à part, en commençant par le plus petit que vous connaissez, c'est-à-dire 0, inférieur à 2, inférieur à 4. Mais les nombres impairs, je les classifiais, je les ordonnais d'une façon inversée. J'ai pris le 1, je vais considérer que 1, c'est le plus grand des impairs. Il est supérieur à 3, 3, il est supérieur à 5, c'est-à-dire j'ai inversé l'ordre que vous connaissez. Ça aussi, c'est une relation d'ordre. De cette façon, elle est partielle, parce que les nombres pairs et les nombres impairs, ils ne sont pas comparables. Si vous prenez un nombre pair et un nombre impair, dans cette relation, ils ne sont pas comparables. Il y a les nombres pairs qui sont croissants dans votre ordre naturel, et il y a les nombres impairs, mais qui sont ordonnés d'une façon inverse. Ils sont décroissants. Avec le même ordre, je peux obtenir un ordre total en créant une relation entre les nombres pairs et les nombres impairs. Je vais dire que tout nombre impair, quel que soit le nombre impair, il est supérieur à tous les nombres pairs. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, je vais faire ici un schéma. Il y a 0, 2, 4, 6 jusqu'à l'infini, mais de l'autre côté, c'est-à-dire de ce côté-là, il y a le 1 qui est supérieur à 3, supérieur à 5, mais tous les nombres impairs, ils sont supérieurs au nombre pair. Donc, vous avez deux chaînes comme deux suites adjacentes. Vous avez les nombres pairs qui croissent, les nombres impairs qui décroissent, et ils ne vont pas se rencontrer, bien sûr, parce que ce sont des suites infinies. Ça aussi, c'est un ordre. Il y a tellement d'ordres qu'on peut créer dans un ensemble, c'est une infinité d'ordres. Déjà dans N, il y a des ordres qui sont très bizarres. C'est-à-dire, vous prenez l'ensemble des entiers et vous les mélangez et vous les ordonnez de la façon que vous voyez correcte. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire il faut sortir de votre réflexion classique, il y a seulement un seul ordre, c'est l'ordre naturel. Vous pouvez inverser l'ordre et ça va donner une relation. Donc, il y a tellement de relations d'ordre, ce qu'il faut vérifier, c'est réflexive, antisymétrique et transitive. Ici, il n'y a pas de notion de classe, il y a la notion d'ordre, de chaîne. Je vais vous donner une relation d'ordre que vous allez voir. Vous prenez un ensemble, par exemple. Pour ne pas compliquer, on va prendre seulement l'ensemble 1, 2, 3. Je vais considérer l'ensemble dans lequel je vais mettre un ordre, c'est l'ensemble des parties de 1, 2, 3. C'est-à-dire l'ensemble vide, E, le singleton 1, le singleton 2, le singleton 3, la paire 1, 2, la paire 1, 3 et la paire 2, 3. Il y a 8 éléments. Donc, moi, je vais me placer dans P de E, qui contient 8 éléments. Quelle est la relation d'ordre que je vais mettre? C'est l'inclusion. Je vais dire qu'une partie A, elle est inférieure à une partie B, si A, elle est contenue dans B. C'est ça, ma relation d'ordre. Est-ce que c'est bien une relation d'ordre? Elle est réflexive, parce que n'importe quelle partie A, elle est contenue dans A. Elle est antisymétrique. Pourquoi? A contenu dans B et B contenu dans A, qu'est-ce qu'il donne? A égale à B. Elle est transitive. A contenu dans B et B contenu dans C, ça implique que A est contenu dans C. Donc, c'est bien une relation d'ordre. Réflexive, antisymétrique et transitive. Maintenant, si on veut les ordonner dans un schéma,
en mettant, par exemple, lorsqu'il y a inclusion, on va mettre une flèche. L'ensemble vide, il est contenu dans toutes les parties. Donc, il est en relation avec toutes les parties. Il est inférieur parce qu'il est contenu. Ici, il y a un plus grand élément, c'est E, c'est la partie E, parce qu'il contient tous les autres éléments. Donc, vous avez un plus petit élément, on va parler de ça, c'est l'ensemble vide. Il y a un plus grand élément, c'est E. Et entre les deux, il y a les singletons tout d'abord. Le singleton 1, le singleton 2, le singleton 3. Le singleton 1, il est contenu dans deux paires. Il est contenu dans un 2 et dans un 3. Donc, vous voyez, c'est une relation d'ordre qui a un schéma particulier. Il n'y a pas une seule chaîne. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que cette relation d'ordre, c'est une relation d'ordre totale ou partielle? Est-ce que si vous prenez deux parties quelconques, Partiel. elle est partielle. On ne peut pas avoir nécessairement A contenu dans B ou B contenu dans A. Par exemple, vous prenez un 2 et vous prenez un 3. Ce sont deux parties de E. On n'a ni un 2 contenu dans un 3, ni dans l'autre sens, ni un 3 contenu dans un 2. Donc, c'est une relation d'ordre, on dit qu'il est partiel. Partiel, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il existe seulement deux éléments qui ne sont pas comparables. X n'est pas inférieur à Y, Y n'est pas inférieur à X. Donc, on dit que c'est une relation d'ordre qui est partielle. Qu'est-ce que ça veut dire une relation d'ordre totale? C'est lorsque, pour tous les x, y, on a ou bien x inférieur à y, ou bien y inférieur à x. C'est ce qu'on dit, une relation d'ordre qui est totale. Vous prenez par exemple une autre relation d'ordre. Seulement, je vous donne des exemples pour élargir votre imagination. Vous prenez par exemple l'ensemble 1 jusqu'à 20. 1, 2, 3 jusqu'à 20. Quelle est la relation d'ordre que je vais mettre ici? Je vais dire que x est en relation avec y, ou bien x inférieur à y, si x divise y. Attention, ce n'est pas inférieur ou égal que vous connaissez. Ici, c'est une nouvelle relation d'ordre. Les relations d'ordre, on les note toujours avec inférieur ou égal, parce qu'ils ordonnent les éléments. Je vais dire que x elle est inférieure à y dans le sens où x divise y. Donc, je répète, on prend l'ensemble de 1 à 20. Je vais dire, ma relation, c'est divise. X inférieur à Y, si seulement si X divise Y. Est-ce que c'est une relation d'ordre total? Tout d'abord, c'est une relation d'ordre. Pourquoi? Parce qu'elle est réflexive. X divise X. Elle est antisymétrique. Pourquoi? X divise Y, Y divise X, X égale à Y. Transitive. Et pas total. Elle n'est pas totale. Par exemple, ان تخالف واحد فوا 6 الا là, خدينا اكس pour dire qu'il n'est pas total, il faut donner deux éléments tels que deux éléments x, y, tels que x ne divise pas y et y ne divise pas x. C'est ça ce que ça veut dire partiel. 2 et 3. 2 et 3. Vous n'avez ni 2 divise 3, ni 3 divise 2. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. On ne peut pas les ordonner. 2 et 15. 2 et 15. Donc, c'est une relation d'ordre qui est partielle. Il n'est pas totale. C'est une relation d'ordre, mais il n'est pas totale. Elle est partielle. Pour dire partielle, il suffit de trouver deux éléments. C'est tout. Tel que x n'est pas inférieur à y, y n'est pas inférieur à x. Donc, mettez bien dans la tête, lorsqu'on dit inférieur ou égal, une relation d'ordre, ce n'est pas inférieur ou égal que vous connaissez. Il faut suivre la définition qu'on vous a donnée pour cette relation d'ordre. Que ce soit l'inclusion, que ce soit divise, que ce soit une relation qu'on vous a donné le schéma. Donc, une relation d'ordre, il faut vérifier réflexive, antisymétrique, transitive. Est-ce qu'elle est partielle, est-ce qu'elle est totale? Voilà. Donc, vous avez déjà un certain nombre d'exemples. Vous pouvez prendre un ensemble fini et l'ordonner de la façon que vous voulez, partiel ou total. Vous pouvez prendre un ensemble infini n, qui a tellement de relations d'ordre, une relation d'ordre qui va créer plusieurs infinis.
Par exemple, la relation d'ordre que je vous ai donnée totale. Vous commencez par 2, 0, 2, 4, 6. Et en haut, c'est-à-dire supérieur à elle, supérieur à tous les nombres pairs, le 1 et le 3, le 7, et les deux suites, ils vont aller comme ça, sans se rencontrer. Ça, c'est un ordre dans N. Vous voyez, les nombres pairs, ils montent, les nombres impairs, ils descendent, mais d'une façon infinie, bien sûr, ils ne vont pas se rencontrer. Ça, c'est un exemple. Mais dans N, il y a des exemples d'ordre qui sont vraiment bizarres. On ne va pas parler de ça. Les relations d'ordre, je vous dis, il faut toute une année pour contourner le problème, pour voir tous les détails. C'est vraiment très riche comme domaine. Maintenant, il y a un vocabulaire qu'il faut connaître. C'est sur ce vocabulaire qu'il y a les exercices. Donc, il faut bien comprendre ce vocabulaire. Donc, comment comprendre ce vocabulaire? Vous avez un ensemble E avec une relation d'ordre. Que ce soit N, que ce soit Z, que ce soit l'ensemble des parties d'un ensemble. Chaque fois qu'on vous donne un ensemble ordonné, il faut se limiter à voir cet ordre-là. Il ne faut pas le mélanger avec l'ordre que vous connaissez. Donc, vous avez un ensemble E avec une relation d'ordre et vous avez une partie A non vide de E. Donc, vous avez E et une partie à l'intérieur de E. Donc, le premier vocabulaire facile, quand est-ce qu'on dit que A elle est majorée dans E? A est majorée dans E. Ça veut dire qu'il existe un élément M dans E qui est supérieur à tous les autres éléments de A. C'est-à-dire, quel que soit X appartenant à A, alors c'est dans quelle page? Non. Oui. Allez, je partage. Donc, c'est la page 11. Vous avez M est un majorant de A si quel que soit X appartenant à A, X inférieur à M. La définition est simple. Pour qu'une partie A dans E soit majorée, on doit trouver un élément M dans E qui majore tous les autres éléments. Voilà. Ça, majorant. De la même manière, minorant. Qu'est-ce que ça veut dire un minorant de A? Ça veut dire un élément M tel que M inférieur à X, quel que soit X dans A. Donc, deux définitions très faciles. Alors maintenant, supposons que A il est majoré, c'est-à-dire nous avons un majorant. Parfois, il y a une infinité de majorants. Il y a plusieurs majorants. Si parmi ces majorants, il y a un plus petit majorant, qu'est-ce que ça veut dire un plus petit majorant? Ça veut dire un majorant qui est inférieur à tous les autres. Sup. C'est ce qu'on appelle la borne sup. Borne supérieure. Et ça n'existe pas toujours. Vous pouvez avoir un ensemble E, une relation d'ordre, une partie A majorée, qui ne possède pas de borne sup. Donc, pour avoir une borne sup, tout d'abord, ça doit être majoré. Deuxièmement, l'ensemble des majorants, on doit avoir un plus petit majorant qui est inférieur à tous les autres. Donc, c'est ce qu'on appelle la borne sup. De même pour la borne inf. Il se peut que votre partie A possède des minorants. S'il ne possède pas des minorants, bien sûr, il ne possède pas de borne inf. Il peut avoir des minorants, et parmi ces minorants, il y a un plus grand minorant. S'il y a, parce qu'on peut avoir des minorants sans avoir un plus grand minorant. Donc, deux conditions. A minoré, et l'ensemble des minorants admet un plus grand élément. On dit que c'est la borne inf. Donc, majorant, borne sup, minorant, borne inf. Quand est-ce qu'on dit que A possède un plus grand élément? D'après le langage, ça veut dire qu'il y a un élément dans A qui est supérieur à tous les autres, qui majore tous les autres. Quelle est la différence entre plus grand élément et majorant?
Majorant n'appartient pas nécessairement à A. Plus grand élément, c'est un majorant, mais qui appartient à A. Sinon, on ne va pas dire le plus grand élément. Parce que lorsqu'on dit le plus grand élément de A, ça veut dire qu'il appartient à A. Il doit être un majorant. Donc, le plus grand élément n'existe pas toujours. Il faut vérifier qu'il majore tous les autres éléments, il appartient à A. De même, le plus petit élément. Ça doit être un minorant, mais ça doit être un élément qui appartient à A. Un élément de A qui minore tous les autres. À ce moment-là, on dit que c'est le plus petit élément. Alors, nous avons vu deux notions supérieures, deux notions inférieures, et on va attaquer la notion qui présente un peu de problème. Donc, majorant, borne sup, minorant, borne inf, plus grand élément, plus petit élément. Très bien. Maintenant, dans A, il y a des éléments. Dans A, il y a des éléments qu'on appelle éléments maximaux. Il faut faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire, un élément dans A qui est maximal? Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à tous les autres, non. Maximal, ça veut dire qu'il n'y a aucun élément dans A qui est supérieur à lui. C'est tout. On ne demande pas un élément maximal qui soit supérieur aux éléments de A. Non, ça ne doit pas être un majorant. Ce n'est pas nécessaire. Le plus grand élément de A. Non, ce n'est même pas parce que le plus grand élément, il est supérieur aux autres. Élément maximal, on ne regarde pas s'il est supérieur aux autres. On regarde est-ce qu'il y a un élément qui est supérieur à lui. C'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de sa tête? On ne regarde pas au-dessous. Au-dessus de lui. On regarde au-dessus de lui. Est-ce qu'il y a un élément de A qui est supérieur à lui? Donc, s'il n'y a aucun élément de A qui est supérieur à lui, on dit que c'est un élément maximal. Alors, bien comprendre cette notion. Un élément maximal de A, tout d'abord c'est un élément de A. Pourquoi on va dire qu'il est maximal? On regarde seulement est-ce qu'il y a un élément qui est supérieur à lui. C'est tout. On ne regarde pas s'il est majorant, non. Maximal, ça veut dire il n'y a rien au-dessus de lui. Il habite à la terrasse. C'est tout. Et il habite à la terrasse, ça ne veut pas dire qu'il est supérieur aux autres. Non, parce que vous allez voir dans des exemples, maximal, ça veut dire il n'y a aucun élément qui est supérieur à lui. De même, élément minimal. Un élément minimal de A, ça ne veut pas dire qu'il est inférieur aux autres. Non, on regarde, est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de lui? Est-ce qu'il y a un élément X qui est inférieur à M? C'est tout. S'il n'y a aucun élément X qui est inférieur à M, on dit que M, elle est minimale. S'il n'y a aucun élément au-dessus, c'est-à-dire supérieur à M, on dit que c'est un élément maximal. Donc voilà les notions importantes sur lesquelles il faut se concentrer. On va voir un exemple. Voilà, un exemple sur la page 12 et 13. La page 12 et 13. Voilà, c'est l'exemple 5. Alors, quel est l'ensemble considéré? C'est n étoile. Quelle est la relation d'ordre? On va dire que m elle est inférieure à n si m divise n. C'est bien une relation d'ordre. Quelle est la partie A qu'on va considérer? C'est la partie que vous avez devant les yeux, la partie formée par 6, 10, 12, 18, 20, 60. Alors, c'est une partie, il faut toujours regarder, suivant la définition qu'on vous a donnée de la relation d'ordre, ici divise, il faut voir comment ils sont ordonnés ces éléments-là. Donc, il faut faire un schéma pour ordonner les éléments et voir, parce que c'est important pour répondre aux questions par la suite. Parce que celui qui ne fait pas le schéma, qu'est-ce qu'il va dire? 60, c'est le plus grand élément. 6, c'est le plus petit élément. C'est faux.
pour voir bien quels sont les éléments particuliers, c'est-à-dire borne sup, majorant, élément maximal, élément minimal, tout ça, il faut faire un schéma. Donc, vous tournez la page et vous avez A à l'intérieur de n étoiles. Donc, A, c'est 6. J'ai mis des flèches. 6 divise 18. C'est correct. Donc, 6 est inférieur à 18. 6 divise 12. Et 12, il divise 60. Maintenant, 10. Il n'y a aucune relation avec les autres. Il est seulement avec 20 parce qu'il divise 20. Et 20 divise 60. Donc, ce sont les relations données par cette relation d'ordre. Vous voyez comment il est fait l'ordre à l'intérieur de n étoiles. Donc, dans A, on peut commencer par exemple par chercher quels sont les éléments maximaux. Dans A, qu'est-ce que ça veut dire un élément maximal? Ça veut dire qu'il n'est inférieur à aucun autre de A. Quels sont les éléments ici qui sont maximales? 60. Et 18. Et 18. 18, vous voyez, il n'y a rien au-dessus de sa tête. Donc 18, il est maximal. 60 aussi, il est maximal. Quels sont les éléments minimaux? Qu'est-ce que ça veut dire 6 et minimal? 10. 6 et 10. Parce qu'il n'y a 7 rien, et 10. voilà, il n'y a rien au-dessus de lui. 6, vous voyez 6, il n'y a rien au-dessus de lui. Au-dessous, la même chose pour 10. 10, vous voyez, c'est un élément minimal. Donc lorsque je dis minimal, ça ne veut pas dire je vais voir est-ce qu'il est inférieur. Non, je vais voir est-ce qu'il y a quelque chose au-dessous de lui. Donc 10 et 6 sont les éléments minimaux. Est-ce que cet ensemble-là est minoré? Donc qu'est-ce que ça veut dire minoré? Minoré par un élément m, ça veut dire m il est inférieur à tous les autres de A. Qu'est-ce que ça veut dire inférieur? Ça veut dire divise. Minoré par 2. 2. 2, Deux. il divise. Et c'est le seul. Est-ce qu'il y a un autre minorant? 1. 1. Donc, Trois. il y a le 1 qui est aussi inférieur à 2. 3, non. Non, pas Parce que non, 3 n'est il pas un divise pas minorant 10. parce qu'il ne divise pas 10. Donc, les seuls diviseurs communs de tous les éléments, c'est 1 et 2. Donc, est-ce qu'il y a un plus grand minorant? Un plus grand, suivant la relation que nous avons donnée, divise. 1. C'est 1. Combien de minorants? Non, 1, c'est un C'est minorant. 1, C'est 2, 2. 2. Il y a 2 minorants, 1 et 2. Quel est le plus grand? 2. 2. Pourquoi il est le plus grand? Pourquoi il est le plus grand? Car 1 divise 2. Voilà, exactement. Il faut utiliser la relation divise et non pas inférieur ou égal que vous connaissez. Oui. Donc, il y a 2 minorants et le plus grand minorant, il existe, c'est 2, parce que parfois, il n'y a pas de plus grand minorant. Il y a des exemples, comme vous allez le voir, il n'y a pas de plus grand minorant. Ici, il y a un plus grand minorant, c'est 2, donc c'est la borne inf de A. Donc, celui qui ne connaît pas la relation d'ordre avec laquelle vous travaillez, il ne comprend rien. La borne inf de A, c'est 2, qu'est-ce qu'il raconte ces gens-là? Qu'est-ce qui lui manque comme information? Il lui manque quel est le type de relation d'ordre que vous étudiez. Parce que si vous écrivez à un professeur d'analyse, l'inf de A, c'est 2, il va dire qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur. Pour comprendre le sens, il faut donner la relation d'ordre avec laquelle vous travaillez. Maintenant, pour les majorants, qu'est-ce que ça veut dire un majorant? Un majorant, ça veut dire qu'il est multiple de tous les éléments de A. Ça veut dire que c'est un multiple commun. Si vous cherchez le multiple commun le plus petit, c'est 180. 80. Ensuite, les multiples de 180, il y a une infinité de multiples communs. Donc, les majorants, il y a beaucoup de majorants, il y a une infinité de majorants. Quel est le plus petit majorant? Ça existe, c'est 180. Et donc, A, il possède une borne sup, c'est 180. Bien sûr, suivant la relation d'ordre qu'on étudie.
Si vous écrivez comme ça, sup de A, c'est 180, rien, personne ne va comprendre, sauf si vous lui indiquez la relation d'ordre que vous étudiez. Est-ce que A possède un plus grand élément? Qu'est-ce que ça veut dire un plus grand élément? Ça veut dire un élément de A qui majore tous les éléments. Or, le plus petit majorant qui existe, c'est 180. Il n'appartient pas à A. Et donc A, C'est 60. 60. non, 60 n'est pas le plus grand élément. Pourquoi Il ne 60? diffuse pas. Parce qu'il y a des... Voilà, Les autres éléments de 60. parce que 60 n'est pas supérieur à 18. 60 n'est pas supérieur à 18. Pourquoi n'est pas supérieur à 18? Parce que 18 ne Tu me passes divise le pas 60. Oui. Il ne divise pas 60. La même chose, voilà, seulement 18. Donc 60 n'est pas le plus grand élément de A, parce qu'il ne majore pas 18. Le plus petit majorant possible, c'est 180, il n'appartient pas à A. Donc A ne possède pas un plus grand élément. De même, il ne possède pas de plus petit élément. Celui qui ne se concentre pas sur la définition, il va dire que le plus petit élément, c'est 6. Pourquoi 6 n'est pas le plus petit élément? Parce qu'il n'est pas inférieur à 20. On divise. Il ne Il divise ne pas divise pas 20. 10. Il ne divise pas 10. Donc, ce n'est pas le plus petit élément. Donc, A ne possède ni plus petit élément, ni plus grand élément. On va voir dans les exercices d'autres exemples. Si vous voulez, vous l'écrivez sur votre page, l'exemple que j'ai donné d'un ordre de n. L'ordre suivant, 0, inférieur à 2, inférieur à 4, jusqu'à l'infini. Et de l'autre côté, vous avez 1, supérieur à 3, supérieur à... Ça ne figure pas ici. Supérieur à 3. Attendez, ce que je vais faire. Donc, un ordre particulier de n. Il faut se concentrer sur ce que je vous dis. Parce que chaque relation d'ordre, il a ses particularités. J'ai dit n, je vais l'ordonner d'une autre manière. Je vais prendre 0, inférieur à 2, inférieur à 4, jusqu'à l'infini. Et de l'autre côté, il y a 1 qui est supérieur à 3, supérieur à 5, mais ils ne se rencontrent pas. Et les éléments impairs sont tous supérieurs aux éléments pairs, dans la même droite, mais les impairs, ils montent, les pairs montent, les impairs, ils descendent, ils ne se rencontrent pas. Voilà, regardez cette relation d'ordre. Et je vais poser une petite question, si vous arrivez à répondre, sinon on va le voir en travaux dirigés. Vous prenez cette partie-là des nombres pairs. Les nombres pairs, c'est 0, 2, 4, et ainsi de suite. Est-ce que les nombres pairs, ils sont majorés pour cette relation d'ordre? Non. 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 Alors, on va refaire l'exemple pour que vous compreniez. Les nombres impairs, ils sont tous supérieurs aux nombres pairs. Par exemple, 1, il est supérieur à tout nombre pair. Il est supérieur à 10, il est supérieur à 20, il est supérieur à 200, il est supérieur à 2000. Ils sont majorés. 1, c'est un majorant, parce qu'on a dit que la relation d'ordre, c'est la suivante. Tous les nombres impairs sont supérieurs à tous les nombres pairs. Donc, les nombres impairs, ils sont supérieurs aux nombres pairs. Les nombres pairs, c'est ça. Et donc, les nombres pairs, pour cette relation d'ordre, ils sont majorés. Par quoi ils sont majorés? Par tous les nombres impairs. Tous les nombres impairs sont des majorants. Voilà les nombres impairs. Les voici. Quel est donc, vous avez les nombres impairs. Quel est le plus grand majorant? C'est 1.
Parce que 1, nous avons dit, c'est le plus grand élément dans cette relation d'ordre. Si vous voulez, je vais faire un petit dessin comme ça, si vous arrivez à le voir. Vous avez 0 inférieur à 2 inférieur à 4. De ce côté-là, vous avez 3, 5, et ainsi de suite. Alors, j'espère, alors je vais le faire sur la caméra. Est-ce que vous regardez un petit peu? Vous ne le voyez pas? Monsieur, on voit, oui. On voit. Voilà, exactement. Donc, c'est ça la relation d'ordre que je vous ai dit. Ça, c'est l'ensemble des nombres pairs. Ils sont majorés par les nombres impairs. Tout ça, c'est des majorants. Est-ce qu'il y a un plus petit majorant? Vous voyez les majorants? 1. Ce sont les impairs. sont Oui, les monsieur, impairs. les impairs. Est-ce Ah. qu'il y a un plus petit? Ça, 1, c'est le plus grand majorant. Non, il n'y a Parce pas. il n'y a pas de plus petit majorant. Parce que j'ai inversé l'ordre des impairs. Le 1, c'est le plus grand. 3, il est inférieur à 1. 5, il est inférieur à 3. Pour chaque majorant, il y a un majorant plus petit. Donc, il n'y a pas de plus petit majorant. Et donc, on va dire que la partie A formée par les nombres pairs ne possède pas une bantion. Donc, ça, c'est un exemple, mais on va le voir par la suite. مسيو Oui. علاش قلنا بلي واحد غادي يكون كبير على جوج؟ يعني حنايا قلنا كاين زعما الغولاسيون دوردغ اللي عندنا عطاتنا هاد لوغد هذا، ولكن علاش قلنا بلي زعما واحد غيكون كبير على جوج؟ Voilà. Lorsqu'on a, parce que qu'est-ce qu'on fait ici? On invente des exemples. Lorsque je vous dis dessiner un arbre, donc vous pouvez choisir le dessin que vous voulez, n'est-ce pas? Vous suivez? Oui. Oui. Lorsque Oui. je veux dire inventer une relation d'ordre dans N, donc il suffit que ça soit une relation d'ordre, mais vous pouvez inventer ce que vous voulez. Je vous donne un ensemble d'enfants. Je vous dis, ordonnez-les. Votre imagination va vous donner plusieurs exemples d'ordre. Vous pouvez les ordonner de plusieurs manières. Donc, la relation d'ordre que je vous ai donnée, je l'ai inventée pour vous donner une relation d'ordre. Ce qu'il faut vérifier dans un exemple, est-ce que c'est une relation d'ordre ou n'est pas une relation d'ordre? Lorsque je vous dis dessiner un arbre, qu'est-ce que je dois vérifier à la fin? Est-ce que c'est un arbre ou c'est une maison? Si c'est un arbre, quel que soit le dessin, il est valable. Donc moi, j'ai inventé une relation d'ordre. Donc j'ai suivi mon imagination. Qu'est-ce qu'il a dit mon imagination? Comment j'ai ordonné les éléments? Je les ai ordonnés de cette manière. Donc ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit faites ça ou faites cela. J'ai ordonné les éléments de cette manière. Moi, j'ai choisi cet ordre-là, c'est-à-dire 1, c'est l'élément le plus grand. Qu'est-ce qu'il y a inférieur à 1? C'est le 3, le 5, et ainsi de suite. Et ça n'arrête pas. Qu'est-ce que j'ai mis de l'autre côté? J'ai mis 0, 2, 4. Donc ça, c'est une relation d'ordre. Est-ce qu'elle est totale? Oui. Parce que vous prenez deux entiers quelconques, ils sont comparables. J'ai pris la partie A, c'est les nombres pairs, tous les nombres pairs. Pour cette relation d'ordre, les nombres pairs, ils sont majorés par tous les nombres impairs. C'est mon choix, c'est moi qui ai choisi cette relation d'ordre. C'est compris. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, dans cette relation, j'ai pu choisir un plus grand élément dans N. C'est quoi? Quel est le plus grand élément? C'est 1. C'est 1. Quel est le plus petit élément? C'est 0. 0. C'est 0. Donc ça, c'est une relation que j'ai créée. Moi, j'ai créé une relation d'ordre. Donc, si je pose une question, c'est suivant cette relation d'ordre. Exactement, c'est ça l'enrichissement des idées. Lorsque je vous dis inventer un groupe, vous allez chercher un ensemble, une loi de composition interne. Pour que ça soit un groupe, qu'est-ce que vous devez respecter? Élément neutre, tout élément admis asymétrique et l'associativité. Si vous me donnez quelque chose que vous avez fabriqué qui respecte ces trois conditions, c'est très bien.
La même chose pour une relation d'ordre. Je prends un ensemble. Et je choisis une relation d'ordre. Je dois respecter réflexive, antisymétrique, transitive. Et je peux travailler avec cette relation. Alors, si j'avais l'occasion pour vous expliquer, un ordre particulier sur N, il a un nom, ça s'appelle l'ordre secret. الترتيب السري في N. عجيب وجميل. C'est-à-dire celui qui a créé cet ordre-là, il a ordonné N d'une manière vraiment très belle. Il a servi quelque chose. Donc là, c'est un autre problème, c'est-à-dire étudier les relations d'ordre, voir ce qui se passe. Puisqu'on parle de ça, qu'est-ce que c'est qu'un bon ordre? C'est-à-dire, il y a ordre, il y a ce qu'on appelle un bon ordre. Bien sûr, je dois vous donner la définition. La définition, c'est que toute partie non vide admet un plus petit élément. Remarquez la définition. C'est une relation d'ordre dans laquelle toute partie non vide admet un plus petit élément. Est-ce que vous connaissez dans la vie courante un bon ordre? L'exemple le plus facile, c'est N, l'ordre naturel. Si vous prenez n'importe quelle partie dans N, il possède un plus petit élément. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. 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 Donc, on dit que c'est un bon ordre. La même relation d'ordre dans R n'est pas un bon ordre. Parce que vous savez, dans R, pour l'ordre naturel, si vous prenez une partie non vide, il n'admet pas nécessairement un plus petit élément. Oui. Par exemple, l'intervalle ouvert 0,1. Vous prenez l'intervalle ouvert 0,1. L'ordre naturel. Est-ce qu'il y a un plus petit élément? Non. Non. Et il n'a Il y a pas juste- aussi le plus grand Plusieurs. élément. Il n'a pas. Il n'y a ni plus petit élément, Ni ni plus- plus gros élément, oui. mais il a une borne sup, il a une borne 1. Oui. Donc, la relation d'ordre naturel dans R n'est pas un bon ordre. Vous êtes d'accord? Alors, voilà un axiome qui est parmi les beaux axiomes des mathématiques qui rentre dans les convictions. C'est-à-dire que même si on n'a pas une démonstration, qu'est-ce qu'il dit cet axiome? C'est la même chose lorsque vous croyez en Dieu, vous avez plusieurs indications qui vous disent qu'il y a un Dieu, c'est bien. Mais il y a des gens, malgré ça, ils vous disent je n'ai pas de preuve. Donc c'est son affaire. Les mathématiciens, il y a la foi en des axiomes. C'est-à-dire quelque chose que je ne peux pas démontrer. Mon intuition, il va vers la croyance de ce résultat, de cette propriété. Qu'est-ce qu'il dit cette axiome? Il dit que sur n'importe quel ensemble, je peux trouver un bon ordre. Alors, essayez de comprendre qu'est-ce qu'il dit, cette propriété. Il dit que sur n'importe quel ensemble, par exemple R, je peux trouver un bon ordre. Alors ça, en mathématiques, il joue un rôle important dans les démonstrations. Mais le problème, dans R, on ne connaît pas un bon ordre. On ne connaît pas, on n'a pas une démonstration, on n'a même pas aucun exemple dans R, un ordre dans R, c'est-à-dire changer l'ordre dans R de telle façon que toute partie admet un plus petit élément. Il n'y a aucun exemple. Et malgré ça, on croit. Vous savez, on croit qu'il y a sur n'importe quel ensemble un bon ordre. Et on n'a pas de preuve. Mais ça a donné tellement de résultats en mathématiques. Donc, c'est pourquoi je vous dis, lorsque vous étudiez une chose, c'est tout un monde. Si plus vous étudiez, plus vous entrez dans les détails. Donc, pour revenir à la question de l'étudiante qui a dit pourquoi ici le 1 c'est le plus grand, parce que c'est nous qui avons choisi un ordre. On a trouvé un exemple d'ordre qui est fait de cette manière.
Et pour cet ordre-là, l'ensemble des nombres pairs, pour l'ordre naturel, il n'est pas majoré, bien sûr, l'ensemble des nombres pairs, pour l'ordre naturel. Mais pour l'ordre que nous avons choisi, il possède des majorants, une infinité de majorants. Tous les nombres impairs sont des majorants. Mais les nombres impairs, de la façon avec laquelle ils sont ordonnés, il n'y a pas de plus petits majorants, donc cet ensemble ne possède pas une borne sup. On peut changer l'ordre facilement. On va créer un autre ordre. Je vais l'écrire ici pour bien le comprendre. Seulement pour enrichir votre imagination. Alors, regardez cet ordre-là. On a bien changé. Vous avez 0 inférieur à 2, inférieur à 4. Mais les nombres impairs aussi sont des majorants, mais on a changé l'ordre des nombres impairs. Maintenant, les nombres impairs, comment ils sont ordonnés? De la façon naturelle. Vous avez 1, inférieur à 3, inférieur à 5, jusqu'à l'infini. 3 et 5. Jusqu'à l'infini. Donc, vous avez deux infinis. Vous avez les nombres pairs qui se terminent par un infini et les nombres impairs qui commencent par 1 et va vers l'infini. Donc, ça, c'est un ordre sur n. Si vous prenez les nombres pairs, est-ce qu'ils admettent des majorants? Oui, tout ça sont des majorants. Est-ce qu'il y a un plus petit majorant? Oui, c'est 1. Oui, 2. C'est 1. 1, c'est le plus petit majorant. Oui. Et donc, ça va être, pour cet ordre-là, ça va être la borne sup de 1. Donc, pour conclure, une relation d'ordre, on peut trouver une infinité de relations d'ordre sur un ensemble infini. Sur un ensemble infini, on peut trouver un grand nombre de relations d'ordre qui ordonnent les éléments de la façon qui nous convient, parce que suivant le besoin. L'inclusion, c'est une relation d'ordre qui est très utile. Ça revient toujours dans les structures. Parce que l'action que je vous ai dit, lorsque je sors du programme, c'est seulement pour compléter vos connaissances. Hein. Celui qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à suivre, c'est pas grave. L'action que je vous ai dit, c'est-à-dire sur n'importe quel ensemble, existe un bon ordre. Il va donner un résultat très important en mathématiques. Chaque fois, il va donner un résultat qui dit la chose suivante. Chaque fois, dans un ensemble qui vérifie la propriété suivante, toute chaîne, c'est-à-dire toute suite totalement ordonnée, possède un majorant. Si vous avez cette condition-là, alors l'ensemble lui-même, il admet un élément maximal. Ça provient de l'axiome que je vous ai cité tout d'abord. Je vous raconte ça, c'est seulement pour sentir la complexité de la chose par la suite. Donc celui qui a fait cet axiome, qu'est-ce qu'il va pouvoir démontrer? Il va pouvoir démontrer des choses importantes dans la théorie des structures. Par exemple, vous prenez un anneau. Vous avez vu ce que c'est qu'un idéal? Pas encore? Non. Non. Pas encore fait Ça ça. va venir. Non, Ça va venir pas par la encore. suite. Donc, je ne vais pas vous compliquer la tête, mais comprenez une chose, que les relations d'ordre, il y en a certaines qui sont très importantes. Par exemple, l'inclusion, c'est une relation d'ordre. La divisibilité, c'est une relation d'ordre. Il y a d'autres relations d'ordre qui interviennent, mais l'inclusion, ça revient souvent dans les structures. Même en analyse. On analyse le problème de prolongement. Le problème de prolongement, c'est quoi? Vous avez une forme linéaire. Tout ça, c'est un langage que vous allez apprendre. Est-ce qu'on peut la prolonger par continuité? Alors là, on a besoin de tout ce bagage. Je vous raconte ceci toujours dans le but de quoi? De savoir que ce que vous faites ici, il va être utilisé par la suite. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce que vous faites ici. Et comme j'ai dit toujours, pour que vous soyez un bon mathématicien, tout le monde
presque peut être un bon mathématicien s'il suit la méthode suivante. Il doit connaître les définitions, c'est très important. C'est-à-dire, ne laissez pas les définitions à côté. Vous avez plusieurs modules. Jusqu'à la licence, vous allez avoir tellement de modules. Le langage mathématique, il faut le connaître, c'est important. Ce n'est pas difficile. Il suffit de se concentrer, que ça veut dire ça, que ça veut dire ça, que ça veut dire ça. Et pour chaque langage, il y a des exemples. Parce que les exemples vous permettent de travailler dans la lumière. Celui qui connaît ce que ça veut dire un groupe, mais qui n'a pas des exemples en tête, il travaille dans le noir. Donc, il faut connaître toujours la définition, les exemples et les théorèmes. Je parle toujours de théorème, l'énoncé du théorème. Parce que si vous connaissez le langage, vous pouvez comprendre un théorème, qu'est-ce que ça veut dire? Un théorème, il vous dit, si vous avez des conditions, voilà ce que vous allez avoir. Il vous permet de prévoir ce qui va se passer avec le minimum de travail. Il vous dit, par exemple, tout de suite croissante et majorée. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit le théorème? Elle est convergente. متتالية تصاعدية كويس. متتالية croissante et majorée. تزايدية ومحصورة أي مكبورة وتزايدية تعطيك une limite. هذا علم. Voilà, donc celui qui connaît ce théorème, il simplifie le raisonnement. Dans n'importe quelle matière en mathématiques, la connaissance des théorèmes, c'est important. Et la plupart des étudiants, ils peuvent faire ce travail. Donc, il faut insister beaucoup sur la méthode de travail. Toujours les définitions, les exemples et les théorèmes. C'est plus que la moitié du travail. Si vous vous intéressez aux démonstrations au départ, vous allez être peut-être déçu, vous n'allez pas comprendre, vous allez perdre du temps. Et la première chose qu'il faut faire, les définitions, les exemples, les théorèmes, il faut les apprendre par cœur. Ce n'est pas comprendre sur le papier, non. Il faut les mettre dans la tête. C'est ça les maths. Non, pas seulement les maths, la physique, n'importe quelle matière. Quelque chose que vous avez appris, quelque chose que vous avez apprise, il faut la mettre dans la tête par cœur. Et comme ça, vous pouvez avancer. Ensuite, ça vient la pratique. La pratique, toujours commencer par des exercices très faciles. Pour savoir comment on fait, aussi bien en maths qu'en physique, qu'en chimie, c'est la même chose. Commencez toujours par les exercices faciles pour manipuler ce que vous avez appris. Ensuite, suivant votre temps, c'est le problème. Apprendre à réfléchir. Ce n'est pas à résoudre le problème, non. Lorsque vous attaquez un problème, c'est seulement pour réfléchir, pour apprendre à réfléchir. Comment je dois commencer, comment je dois terminer, et ainsi de suite. Parce que lorsqu'on fait un exercice, ce n'est pas pour le résoudre, mais pour apprendre à réfléchir. C'est très important. Donc, qu'est-ce qu'il reste dans ce chapitre? Il reste les applications. On va le voir pour terminer, Inch'Allah, ce chapitre la prochaine fois. Et après les applications, c'est le dernier chapitre, ça va être la logique. Et comme ça, j'espère, fin décembre, Inch'Allah, on aura terminé le programme. Le temps qui reste, on va faire des exercices. Voilà, donc si vous avez des commentaires avant de fermer la séance. Non, monsieur, merci beaucoup. Très bien. شنو الفرق بين لا ريكيرونس et la récurrence for? Alors, qu'est-ce que ça veut dire une récurrence? Il faut comprendre la philosophie d'une récurrence. Vous montez dans des escaliers. Vous montez dans des escaliers. Le premier escalier, il tient bien. Il est fort, vous pouvez mettre les pieds. Supposons que les escaliers sont faits en bois, mais le bois n'est pas très sûr. Mais quelqu'un qui vous dit une chose, il vous dit que si vous êtes dans l'escalier N, c'est sûr que l'escalier suivant, il est bien. Si Monsieur, l'escalier N est bien, l'escalier N+1, اسمعني سياسة. alors très bien.
J'ai dit, la récurrence, c'est quelque chose d'intuitif et de naturel qui vous dit qu'une propriété qui dépend de n. S'il est vrai pour n égale à 1, et si vous avez démontré que chaque fois que la propriété est vraie pour n, elle est vraie aussi pour n plus 1, c'est-à-dire vous avez démontré l'implication. Ça, c'est la récurrence simple. Vous démontrez que si Pn elle est vraie, Pn plus 1 elle est vraie. Donc, une fois que pour n égale à 1 elle est vraie, et que vous avez démontré Pn implique Pn plus 1 pour n supérieur ou égal à 1, donc vous déduisez que la propriété est vraie pour tout n. Donc ça, c'est la récurrence simple. Elle est la même chose que si vous suivez une autre démonstration, qui est la suivante. Vous dites, je démontre la propriété pour n égale à 1. C'est bien. Vous supposez que la propriété est vraie pour tous les entiers k inférieurs ou égal à n. C'est-à-dire, de k égale à 1 jusqu'à n, elle est vraie. Donc, vous pouvez utiliser toutes les propriétés de 1 jusqu'à n, ils sont vrais. Qu'est-ce que vous devez démontrer? Que P1 plus 1 est vrai. Si vous démontrez ça, vous pouvez aussi dire que la propriété est vraie, quel que soit n. Quel est l'exemple que je vous ai donné et que vous n'avez pas entendu? Supposons que vous êtes dans une forêt, vous avez trouvé des escaliers qui sont faits en bois, mais ils ne sont pas bien plantés dans la forêt. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sûr, est-ce que l'escalier va s'écrouler ou va tenir votre poids? Quelqu'un va vous dire que si l'escalier n, indice n, il tient bien, alors l'escalier suivant aussi, il tient bien. Il vous donne cette information. Il vous dit chaque fois que vous trouvez un escalier fort, le suivant, il est aussi fort. Très bien. Voilà, vous dites c'est très bien. Qu'est-ce que je dois dire? Donc, pour résumer, la différence entre les deux raisonnements, c'est que dans la récurrence forte, vous pouvez supposer que la propriété est vraie pour tous les entiers inférieurs ou égal à n. C'est ça la différence. Et vous démontrez qu'elle est vraie pour n plus 1. Vous avez entendu? Oui, monsieur. Voilà. D'accord, C'est merci. ça la différence. C'est ça la différence. Donc, Inch'Allah, Oui. à ce jeudi pour les travaux dirigés. Monsieur, j'ai une question. Oui, dis-moi. ممكن تعاود تشرح لي المهم بالزربة ديال ديك الغولاسيون بارسيال إلا زدت Oui, بينها غولاسيون بارسيال اللي كنتي كتقول ريفليكسيف شي حاجة أخرى oui, المهم oui. Alors, on peut par exemple regarder l'exemple qui se trouve dans la page 12-13. Dans la page 12-13, vous avez l'ensemble n étoiles. Vous avez une relation définie par la chose suivante. M est en relation avec n, si et seulement si m divise n. Est-ce que vous avez compris la phrase? Oui. Deux éléments sont en relation si m divise n. Alors cette relation, elle est réflexive. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire réflexive? Ça veut dire que m doit être en relation avec elle-même. Est-ce que m est en relation avec m? Oui, car elle divise lui-même. Voilà. Est-ce qu'elle est antisymétrique? M en relation avec n et n en relation avec m, ça implique que n égale à n. Oui. C'est lui-même. Alors, la séance du jeudi, c'est à 10h15. Elle est transitive. Si m Monsieur, divise n, oui, je n'ai pas terminé, attendez s'il vous plaît. M divise n et n divise p. Alors, bien sûr, m divise p. Donc, c'est une relation qui est transitive. Quelle est votre question? Quelqu'un a posé une question? non بغيت نقول لك اش اونتي كيفاش اونتي سيميتري Antisymétrique, ça veut dire la chose suivante. Chaque fois que x est en relation avec y, y en relation avec x. Donc, il faut supposer ça. X en relation avec y en relation avec x. Qu'est-ce qu'on doit démontrer pour l'antisymétrie? Que x doit être égal à y. Par exemple, la relation que nous avons ici. Si m divise n et n divise m, qu'est-ce qu'on peut déduire?
Que M égale à N. Exactement. C'est ça l'antisymétrie. C'est l'antisymétrie, c'est ça l'antisymétrie. Par exemple, la relation d'ordre que vous connaissez, inférieur ou égal. Si M est inférieur ou égal à N, et N est inférieur à M, qu'est-ce qu'on en déduit? Que M est égal à N. N égale à M. C'est ça l'antisymétrie. Vous prenez deux éléments, vous supposez que X inférieur à Y, Y inférieur à X, qu'est-ce que vous devez démontrer? Que X égale à Y. C'est ça l'antisymétrie. Quelle est la différence de l'antisymétrie avec la symétrie? La symétrie, vous supposez que X est inférieur à Y seulement. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? Y, Y est en relation avec X. Voilà, c'est ça la symétrie et l'antisymétrie. La symétrie, vous supposez une seule condition, X en relation avec Y. Et qu'est-ce que vous devez démontrer? Que Y est en relation avec X. L'antisymétrie, c'est autre chose. L'antisymétrie, vous supposez deux conditions. M inférieur en relation avec N, N en relation avec M, et je dois démontrer que M est égal à N. C'est ça l'antisymétrie. Voilà, vous m'excusez, je suis un peu fatigué. Donc, parce que parler comme ça au bureau 1h30, c'est un peu difficile. C'est pas comme dans l'amphi, on bouge. Donc, la séance prochaine, c'est le jeudi à 10h15, comme d'habitude. D'accord, Donc, on va terminer, on va aller dans les exercices. Donc, si on continue de cette manière, comme j'ai dit, je souhaite terminer, Inch'Allah, fin décembre, le cours. Et je vous souhaite bonne chance. Donc, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et n'oubliez pas que vous avez les groupes WhatsApp. Si vous n'avez pas Bonne compris journée. quelque chose,